15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, célèbre psychiatre à l'hôpital Paul Brousse, spécialisé dans l'addictologie, la discipline d'ailleurs qu'il enseigne par ailleurs à l'université Paris-Saclay, porte-parole de l'association SOS Addiction ou encore auteur du podcast Addiction avec un K, connu pour sa participation à l'émission Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard sur France 2. Le docteur Laurent Carilla sort aujourd'hui un livre, Docteur addict ou pas, ses conseils pour continuer à se faire plaisir sans tomber dans les addictions. C'est aux éditions HarperCollins, on va en parler dans un instant. Un échange suivi de mon coup de cœur aujourd'hui, Anaïd B, tout cela en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour professeur Laurent Carilla. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité Merci. aujourd'hui. Je suis ravie de vous rencontrer. Je vous le disais en Moi, off. je suis ravi d'être à Radio J. Eh bien, je suis d'autant plus touchée que c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois que je viens. Non, mais écoutez, je suis ravie que ce soit chez nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On va découvrir bien sûr votre actualité, mais on aime dans cette émission et on a pour slogan entre guillemets de découvrir qui vous êtes Ouais, au-delà de ce plaisir. que vous faites. Je pense que ça va vous plaire. Et tout d'abord, je vais vous demander 3 mots pour Ouais. vous décrire. Empathique, généreux, angoissé. Généreux et angoissé. Vous voyez, je note, hein. Je Ouais. sais bien. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Mais pour ce faire, le début, toujours le début. Docteur Laurent Carilla, vous êtes né un 6 février C'est vrai. 73 à Paris. Vous êtes le fils de Claude et Simone Carilla. Ouais, Vous êtes l'aîné de 3 enfants. Vous avez grandi à Sarcelles. c'est vrai. Quel genre d'enfance vous avez eu et quel recul, dans quel cadre vous avez grandi, pourriez Super dire. enfance. J'ai grandi à Sarcelles. Avec mon frère, ma sœur. Super enfance, super adolescence. Des parents très présents. Mes parents sont profs, sont profs et ils sont toujours profs, mais à la retraite maintenant. Mon père travaille au ministère de la Santé. Non, mais ils ont toujours été très présents, très derrière nous. Super. C'est super. Donc un cadre familial dans la santé pour Alors, votre non, mon père travaillait comme. Travaillait pas dans la santé, mais il travaillait au ministère de la Santé et ma mère était prof. Prof de quoi? Elle était prof d'économie et de gestion dans un lycée professionnel à Saint-Denis. Petit vers 10 ans, vous vous passionnez pour le métal. C'est vrai. Comment ça Vous savez arrive? plein de trucs. On essaye. Comment ça arrive? Moi, je suis à Sarcelles. Il y a une grosse communauté juive. J'ai toujours été un peu l'électron libre, moi, de la communauté juive, un peu, mais même si je suis fortement attaché à ma religion, etc. Mais moi, je vais vers le hard rock, alors que tout le monde était vers les Weston, les trucs chevignons. Je cite des marques parce que c'était vraiment ce qui me marque quand j'étais gamin. De la funk music, etc. George Benson, tous ces trucs. Et moi, c'était plutôt... je découvre Kiss à 10 ans avec mon pote qui va devenir mon frère de sang, quoi, qui s'appelle Fred. Fred, vous écoutez Kiss, Kiss, vous avez des archi fan. posters tapissés, une chambre tapissée de posters d'Iron Maiden, Metallica, Motley Crue, Scorpion ou encore Scorpions ou encore AC/DC. Et vous Ouais. faites de la guitare électrique Ouais, c'est vrai. avec donc votre acolyte de toujours Fred et votre frère Olivier. Ouais, exactement. Guitare électrique. Moi, je voulais être guitariste dans un groupe de rock Ouais. américain et faire des tournées. Et mon père, il m'avait dit, écoute, Laurent, tu vas faire des études et tu feras de la guitare après. C'est ça, c'est ce qui se passe. Parce que ado, vous vouliez être guitariste de ce fameux groupe de rock américain Rat. Exactement. Hein, c'est ça. Rat, ouais. Mais plus sage ou réaliste, on va dire, je ne sais pas, parce que moi, je pense qu'on peut toujours atteindre ses rêves. Vous Ouais. allez entreprendre des études de médecine. Ouais. Parce que d'après vos parents, l'un des principes d'éducation, c'est de faire des études pour être tranquille dans la vie. Exactement. Et c'est ce que je reproduis aussi. C'est ce que j'allais vous demander. Ouais, je le reproduis aussi. C'est important de faire des études, se faire soutenir par ses parents si on peut, bien sûr, tout ce qu'on peut, mais c'est important de faire des études, d'être à l'aise dans ce qu'on a envie de faire et après faire tous ses hobbies de kiff. Laurent Carilla, alors de 91 à 99 et bien après, vous allez entreprendre des études, vous allez intégrer la faculté Saint-Antoine à Paris, puis Ouais. vous faites votre internat au CHR de Lille. Ouais. En 2004, vous intégrez le service de psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, où vous officiez Ouais, je suis toujours jamais aujourd'hui.
Vous n'êtes jamais parti, donc Non. on entend par-delà que vous êtes fidèle. Ça ne fait pas c'est partie vrai. des mots que vous nous avez donnés, mais on l'entend bien. Le tout en faisant partie de l'unité de recherche Psychomad Ouais. à l'université Paris-Saclay. Mais d'abord, pourquoi ces spécialités? Pourquoi avoir choisi l'addictologie et la psychiatrie? Parce qu'au départ, il faut dire qu'il y avait dentiste, C'est bien ça, ouais. avant la médecine. Ouais, c'est ça. Je décide de faire médecine, enfin de faire la première année de médecine, le concours, et je vais être dentiste. Bon, je vais être dentiste. Et le deuxième semestre où je suis à la faculté, je vois un prof arriver, qui s'appelle Charles Roux, prof d'embryologie, un charisme absolument monumental. Il explique les choses. Enfin, je tombais. C'est comme des modèles. Vous voyez, moi j'ai toujours eu un peu des modèles comme ça. Et j'ai dit, c'est bon, je fais médecine. Donc j'ai dit, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, je vais faire médecine. Bon, j'ai doublé, j'ai triplé ma première année, mais je me suis accroché. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est différent. Hein. Maintenant, c'est C'est une un coup. catastrophe. C'est-à-dire que C'est un si coup. vous ne l'avez pas, médecine, Ouais, c'est un coup. terminé. Mon fils, en ce moment, il est en première année, c'est un coup. Courage. J'espère, ouais. Et donc médecine. Donc quoi, médecine? Je dis, je vais faire de la radiologie. Bon, ok, je fais mes stages, etc. Bon, radiologie, bof. Et je vais en stage de pneumopédiatrie. Et j'adore ça. Je dis, je vais faire pédiatre. Bon, 4e année, je choisis psychiatrie comme stage. Là, je tombe amoureux de la psychiatrie. Je dis, ça, c'est pour moi. Et surtout, un truc particulier, c'est que dans ce service, il y avait des patients addicts à l'alcool, je ne sais plus quelle drogue. Et puis moi, je me suis occupé d'eux. Personne ne s'occupait trop. Je me suis occupé d'eux. Et le chef d'unité me dit, Laurent, tu t'occupes bien des drogués et des toxicomanes. Je déteste ce mot. Tu devrais faire des trucs comme ça, toi, plus tard. Et puis, psychiatrie, j'ai dit, je ferai psychiatre et de l'addictologie. Il s'avère que dans votre livre, on comprend que vous êtes un homme de rencontre, que ce sont les gens, généralement, qui vous ont donné envie d'aller là où vous êtes aujourd'hui, que cela soit dans vos choix ou vos spécialités. Ouais. Et vous dites quelque chose d'assez incroyable dans votre livre. Vous dites qu'à l'époque, on disait que les gens qui étaient addicts, qui ne s'en sortaient pas, n'avaient pas de volonté. Ouais, exactement. Ça, c'est un truc sur lequel on se bat tout le temps, mais c'est vrai que cette histoire de volonté, ça veut rien dire en fait. La volonté, ça fait partie d'une petite partie de ce qu'on appelle la motivation. Et il y a un circuit dans notre cerveau qui est le circuit de la motivation qui marche plus quand on est addict. Donc vous pouvez toujours dire à quelqu'un, t'as pas de volonté, tu peux t'accrocher et tout, ça marche pas. Il faut reconnecter tous les circuits en fait. La question que j'ai envie de vous poser, vous y avez un petit peu répondu, docteur Laurent Carilla, c'est est-ce que lorsqu'on choisit une spécialité, au fond de soi, est-ce qu'on a soi-même le désir de combler une addiction, de trouver une réponse, ce qui peut être aussi l'acharnement au travail, comme vous le dites dans votre livre, ou est-ce qu'on est spectateur de celle des autres, notamment des artistes que vous aimiez, et que vous avez voulu réparer, ou je dirais sauver, puisque c'est le mot que vous préférez. Il y a plein de choses. Moi, j'ai toujours aimé donc, ce côté très rock'n'roll, vous voyez, très sexe, drogue et rock'n'roll. Les drogues, moi, c'était pas mon truc. Le sexe, peu importe, mais et le rock'n'roll surtout. Et j'aimais bien, en fait, ces trajectoires de musiciens complètement addicts et comment ils s'en sont sortis, etc. Il y a ce côté qui m'attirait un peu, en fait, de dire, voilà... moi, le côté drogue, etc., je vais peut-être le faire sur le versant. Je vais aider les gens qui ont ce type de problème-là. Et après, moi, j'ai des comportements un peu excessifs. Je sais pas, avec le smartphone, avec le travail. Et puis après, moi, j'ai développé un autre concept qui est l'addiction positive, donc à la musique. Donc voilà, on a des symptômes d'addiction, mais sans la maladie, quoi. Et justement, on va en parler parce qu'il y a l'addiction positive et l'addiction plus négative. L'addiction, c'est négatif. L'addiction, c'est négatif. C'est une maladie. C'est une maladie chronique comme de l'asthme, comme de l'hypertension artérielle, comme du diabète, comme un cancer. Vous voyez, c'est une maladie chronique. J'aurais dit, moi, plus fixe, comment dirais-je. Je pensais pas que l'addiction, c'était chronique. Je pensais que c'était constant. Ouais, chronique, ça veut dire que c'est dans le temps. Hein, vraiment, et avec des hauts, des bas dans la maladie. C'est ça, mais et pas on linéaire. Mais c'est pareil, si vous voulez, quand vous avez de l'hypertension artérielle, il y a des hauts et des bas dans la maladie. Il y a des moments où vous êtes stable, et des moments où vous êtes instable, des moments où vous ne prenez pas bien votre traitement, etc. C'est un peu le même modèle. Et cette maladie, c'est une maladie chronique, et il faut être constamment présent pour les patients et les patientes, en fait. Vous avez monté un programme spécifique depuis 2008 concernant l'addiction sexuelle, les troubles de l'hypersexualité. Vous vous occupez de problèmes liés aux écrans, à Internet, et vous avez sorti une dizaine d'ouvrages sur le sujet de l'addiction, dont l'année dernière un ouvrage que je voulais absolument évoquer avec vous, qui est « On n'a qu'une vie », écrit avant
pour vous faire plaisir, Ouais, entre guillemets, en tout cas pour vous. Ouais, je l'écris pour moi. Voilà, pour vous. Et post-confinement, Ouais. vous soulignez que l'épidémie de Covid-19 avait fait augmenter de 25% les troubles psychiatriques. Est-ce qu'on a un recul aujourd'hui sur ce chiffre? Est-ce qu'il est resté maintenu? Ou est-ce que depuis, bien, ces troubles étaient juste occasionnels et sont passés post-Covid? Non, il reste présent, avec un pourcentage un tout petit peu plus faible, mais ça reste présent au niveau dépression, risque suicidaire, post-traumatisme, etc. Non, ça reste présent, et aussi conduite addictive, parce qu'en fait, cette épidémie a fait décompenser ces maladies-là. Donc, chez les adolescents, où il y a eu un peu plus de complications, et dans notre population globale adulte aussi, pareil, ça a fait décompenser. Donc, c'est-à-dire que la maladie s'est révélée ou s'est réveillée, et maintenant, on est en train de réparer les choses, en fait. Est-ce que la pandémie a fait changer des choses dans les comportements que vous avez, vous, observés, qui étaient latentes, comme vous l'évoquiez il y a une seconde, où ça a démultiplié quoi? Ça a développé d'autres choses? Qu'est-ce que vous avez le plus observé, docteur Laurent Carilla? J'adore quand vous m'appelez docteur Laurent Carilla. J'ai observé des changements de comportement dans le travail, j'ai vu ça. Je trouve ça très bien, moi, tout ce qui était télétravail, organisé, ça a changé ça. Les réunions à distance, c'est très bien aussi, bon, même si certains sont pas très, très attentionnés, mais c'est très bien d'avoir réorganisé ces choses-là et d'avoir montré que ces choses-là pouvaient aider. Et après, je dirais que les gens font un peu plus attention, peut-être, enfin, je peux pas le généraliser, mais en tout cas, dans ce que j'ai vu autour de moi, les gens font plus attention aux maladies, aux traitements. Et vous avez vu, il y a plein de pénuries de médicaments, Oui. il y a des nouvelles pathologies. Amoxicilline, notamment. Ouais, par exemple, mais plein d'autres médicaments. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même... ça a marqué les gens fortement, et qui sont attentionnés par rapport à certains trucs au niveau pathologique, au niveau maladie. Vous sortez alors votre dernier livre, Docteur Addict ou pas, aux éditions HarperCollins. Pourquoi? Parce que c'est la question que vos patients vous posent le plus lors du premier rendez-vous. Qu'est-ce que ce livre a de différent des autres? Déjà, c'est un livre qui parle... C'est pas un livre d'addictologie. C'est un livre sur nos comportements de base. Donc manger, boire, je sais pas, faire l'amour, faire la fête, etc., etc. Faire de la chirurgie esthétique, vous voyez, tous nos comportements, bronzer, etc. Faire du sport. Et c'est comment ça peut basculer justement dans un processus addictif. Donc il y a un risque, tout le monde n'a pas ce risque, et il y a aussi des éléments pour s'évaluer, s'auto-évaluer avec des questionnaires, pour savoir où on en est sur tous les points de notre vie, et plein de conseils. Et c'est pas des conseils de soins, c'est des conseils par rapport à ces comportements qui basculent. Est-ce que on peut considérer que le sujet de l'addiction est universel, dans le sens où on est tous quelque part addicts à quelque chose, en le sachant ou en ne sachant pas? On n'est pas tous addicts à quelque chose, on est potentiellement addicts à quelque chose. Parce qu'il y a des facteurs de risque, il y a 5 grands facteurs de risque avec notre développement, comment notre enfance, notre adolescence s'est passée, etc. Qui est le facteur central, qui interagit avec notre tempérament, notre psychologie, nos problèmes psychologiques. Ça interagit avec notre cerveau, comment il évolue. Ça interagit avec la génétique, est-ce qu'il y a des addicts dans la famille ou pas. Et ça interagit beaucoup avec l'environnement. Vous voyez, il faut que ces 5 facteurs-là soient déséquilibrés pour qu'on rentre dans l'addiction. Est-ce qu'on peut être quelqu'un qui n'aime pas la dépendance et pour autant être quand même addict? Les addicts n'aiment pas leur maladie. Ouais. Il n'y en a aucun qui va vous dire « j'aime ma maladie, j'aime où je suis ». Le cerveau, lui, il enregistre que les premières fois. Les premières fois, vous prenez n'importe quelle drogue ou n'importe quel type de comportement qui vous fait plaisir, vous allez le recommencer. Je veux dire, quand vous prenez une drogue, j'incite pas à prendre des drogues, mais quand vous prenez de la drogue, je sais pas, de la cocaïne, du cannabis, ce que vous voulez, la première fois, ça vous fait du bien, a priori. Votre cerveau, il enregistre ça. Et il n'y a que ces épisodes-là du début qui sont « waouh, c'est bien ». Et après, quand vous rentrez dans la maladie, après une année de consommation, le cerveau, lui, il dit « vas-y, je veux que ça soit comme la première fois ». Et c'est jamais comme la première fois. Docteur Laurent Carilla, je sais que vous aimez bien que je s'appelle comme ça. Vous pouvez m'appeler aussi professeur Laurent Carilla. Professeur Laurent Carilla, ça fonctionne aussi, ça c'est pour varier. Plaisante. Dans votre livre très complet, je tiens à le dire, vous parlez alors d'addiction tous azimuts, alcool, sucre, écran, sexe, vous abordez tous les comportements. Voilà, de la vie quotidienne qui peuvent devenir de vraies addictions, puis y trouver des réponses, vos conseils sur quasiment tous les sujets que je tiens quand même à aborder parce que il y a 12 chapitres.
Donc manger, boire, le travail, c'est-à-dire que le travail c'est bon pour la santé, mais jusqu'où ? Aimer, les addictions amoureuses, la dépendance affective, l'érotomanie, la sexualité, en perdre la raison, le chemsex, parce qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps avec une personnalité connue, mais on se rend compte que visiblement dans votre livre c'est plus courant que ça n'y paraît. Fumer, les écrans, faire la fête avec toutes ces folies et drogues, jouer, acheter, prendre soin de son apparence, la chirurgie esthétique, jusqu'où, le bronzage, etc. Est-ce que vous avez une solution, quand on entend tout cela, un conseil général pour se sortir d'une addiction ? Le conseil général, déjà, c'est se faire aider, déjà. C'est-à-dire que on pense avoir un problème, c'est se faire aider. Vous pouvez utiliser ce livre déjà pour vous évaluer ou évaluer la personne qui vous inquiète dans votre entourage et que ça soit un premier élément de discussion. Je crois que la première chose, c'est évaluer la situation, se faire aider en passant par son médecin traitant, par exemple, ou des associations, en fonction du problème. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'association d'addicts à la chirurgie esthétique. Mais bon, voilà, on repère un problème, c'est OK, il y a un problème, c'est excessif, c'est peut-être addictif, je me sens pas bien finalement à me faire opérer non-stop. Là, il faut se faire aider par un spécialiste. Et les conseils, il y a plein de conseils, mais je préfère que nos auditeurs lisent le truc. L'avantage de votre livre aussi, professeur, c'est qu'on peut aller chercher ce qui nous plaît. Exactement. Ce qui nous convient. C'est-à-dire, si on a envie d'aller à la sexualité, on va directement là-bas. Et puis, ça nous permet d'observer aussi les comportements autour de nous, de pouvoir potentiellement aider, parce qu'il y a des questionnaires, questions-réponses pour savoir si on est concerné ou pas, et on peut même peut-être y répondre pour nos proches. C'est un livre en 4 parties, où vous proposez d'autres pistes pour s'en sortir. Je me suis beaucoup intéressée à cela. Identifier, éviter de et faire face à ces pulsions. Mais vous dites aussi qu'il y a des études récentes, parce que vous parlez aussi de la médecine douce et alternative dont on parle beaucoup ces derniers temps. J'ai pensé à quelqu'un très fortement, et je vais vous dire qui en regardant ce que vous avez écrit, et j'ai trouvé ça assez fou. Des études récentes utilisant la psilocybine, l'ayahuasca ou le LSD ont montré des effets prometteurs sur les symptômes anxio-dépressifs chez les patients en fin de vie, la dépression, les addictions ou les TOC. Donc ça m'a fait beaucoup penser à Jonathan Lehman, que vous connaissez sans doute, que nous avons venu dans mon podcast. Que nous avons reçu ici, qui nous avait confié s'être désintoxiqué de la drogue, non pas seulement avec l'ayahuasca, mais aussi la méditation, la spiritualité, mais donc l'ayahuasca qui est quand même une pratique que moi je rêve de faire, mais qui est très dangereuse. C'est-à-dire que c'est cette piste de trip-thérapie avec la psilocybine notamment, ou l'ayahuasca. Mais il y a beaucoup de données avec la psilocybine, par exemple. Je pense que c'est le futur des traitements. C'est le futur des traitements parce que ça fait une sorte de reset au niveau du cerveau. Ça efface des trucs dans le cerveau. Et on le voit bien aux États-Unis, et d'ailleurs ça va avoir une autorisation prochainement de mise sur le marché, la MDMA, vous voyez la MDMA qu'on connaît dans l'ecstasy comme drogue, la MDMA à dose thérapeutique, ça aide à régler les syndromes de stress post-traumatique. Vous voyez, après un attentat, après un viol, après une agression, Donc ça joue sur ces éléments-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces traitements-là, ça doit être médicalement contrôlé. Là, on n'en est pas là encore en France. Et ça aide à faire une psychothérapie assistée, en fait. C'est-à-dire qu'on vous donne ce traitement, c'est des monoprises, et vous faites une psychothérapie. C'est assez impressionnant ce que vous êtes en train de nous dire, mais c'est une découverte, c'est le futur. C'est le futur. Votre dada, un peu comme le nutritionniste, si je puis me permettre, Jean-Michel Cohen, c'est de déculpabiliser à fond. Ah bah oui. Alléger la charge mentale et donc déjouer les addictions pour conserver le plaisir. Donc c'est-à-dire quoi ? Parce que là, c'est une manière quand même pour le grand public, si je peux dire, de démocratiser, de décomplexer. Mais je me dis que si face à vous, vous avez par exemple un dépendant à la cocaïne ou... Il est malade, je vais le soigner. Comment vous faites ? Je vais le soigner, c'est un malade. Mais est-ce que du coup, petite dose par petite dose, vous commencez à le désintoxiquer ? Ouais, le programme, là on est dans la situation où je suis en consultation à l'hôpital avec quelqu'un qui est malade. Donc c'est différent de tous nos comportements de base qui basculent, etc. C'est pour dire aux gens aussi, ce livre, c'était arrêter de dire je suis addict à ci, à ça, à ça. Quand on est addict, on est malade. Donc c'est ça un message important. Et pas culpabiliser, pas juger,
et essayer d'être empathique le plus possible et maintenir un discours au sein de l'unité familiale ou l'unité amicale, etc. Mais quand j'ai un sujet qui est malade, moi j'aime travailler en programme de soins. En programme de soins, ça veut dire il y a plusieurs acteurs dans le soin. Bon, j'ai de la chance de travailler à l'hôpital avec une super équipe. Donc il y a une infirmière spécialisée en addictologie qui travaille avec moi, une psychologue ou un psychologue clinicien, un ergothérapeute, je sais pas, on lui prévoit des exercices de sport à l'extérieur, de la sophrologie. Vous voyez, tous ces éléments-là, c'est vraiment un programme multicombiné. Et moi, je fais l'aspect très médical et chef d'orchestre. Votre manière de faire, c'est comprendre l'autre et de se mettre à sa place lorsqu'il exprime sa souffrance, savoir écouter, être bienveillant, ne pas se positionner en expert. Tout en rassurant, j'imagine en même temps. Tout mettre en place pour poser un diagnostic, explorer les problèmes pour proposer des solutions, et vous ajoutez que chaque personne, et ça c'est important que les auditeurs l'entendent, est singulière. Avec son propre écosystème psychique, émotionnel et cognitif. Et donc, votre objectif, bien sûr, c'est lui proposer un soin adapté. Il y a une phrase aussi que j'ai trouvée très belle. Merci. Un addict en rémission reste toujours un ancien addict, mais peut à nouveau profiter de la vie. C'est ce que je nous souhaite à tous. Bah oui, c'est ça qu'il faut être sur cette base-là. C'est-à-dire stigmatiser quelqu'un qui a un problème avec des consommations pathologiques, c'est se tromper en fait, c'est pas l'aider. Et même lui ou elle ne sait pas, ils sont embourbés dans un problème chronique, et souvent l'addiction, elle est pas que isolée, il n'y a pas que l'addiction, il y a des problèmes autres, des problèmes psychiques. C'est ce que vous dites. En fait, l'addiction devient la conséquence c'est un peu ça, de cause. C'est la branche de l'arbre en fait. Et justement, vous en parlez de cet arbre et je voulais qu'on l'évoque. Qu'est-ce que l'addict arbre ? C'est une image que j'ai créée. C'est une métaphore que j'ai créée pour faire comprendre aux gens ce que c'est réellement. C'est-à-dire que vous vous promenez dans la rue, vous voyez un arbre, vous voyez toutes ses branches, et chaque branche représente une substance ou un comportement de base. Et les substances, c'est des substances. Et avec l'arbre, il y a des racines, d'accord ? Plein de racines. Psychiques, génétiques, des traumatismes, enfin plein de choses, des dépressions, etc., etc. Et en fait, la stratégie de jardinage thérapeutique, c'est si vous coupez la branche de l'arbre, vous coupez l'addiction. Si vous ne traitez pas les racines, la branche repousse. Et donc ça rechute. Et l'addiction, c'est une maladie qui évolue par rechute. Vous parlez aussi des 5 C. Ouais. Qu'est-ce que les 5 C ? C'est un moyen mémotechnique, pareil, que j'ai créé pour faire comprendre aux gens les symptômes de l'addiction. Donc le premier, c'est 5 C pendant 1 an. Et si on a ces 5 C pendant 1 an, on est addict. Donc le premier C, c'est la perte de contrôle du comportement. Le deuxième C, c'est un usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher de consommer. Le troisième C, c'est un craving, c'est un mot anglais pour dire l'envie irrésistible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage continu, consommation continue chronique. Et le dernier C, c'est les conséquences sur notre vie. Et les addicts poursuivent leur consommation malgré la connaissance des conséquences sur leur vie. Merci Laurent Carilla, professeur, docteur. Laurent. On continue à parler avec vous et on vous a fait un petit cadeau. Je ne sais pas si on entend. Voilà, on vous a fait un petit cadeau. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec le professeur Laurent Carilla pour son livre Docteur addict ou pas. Ses conseils pour continuer à se faire plaisir sans tomber dans les addictions aux éditions HarperCollins. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs, mais tout de suite le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite le rappel des titres avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les soldats de la brigade Givati ont éliminé des dizaines de terroristes lors d'affrontements à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Des affrontements appuyés par des chars et des frappes aériennes d'après l'armée israélienne. Les négociations pour un nouveau cessez-le-feu à Gaza progressent, c'est ce qu'indique une source de haut rang au sein des groupes terroristes gazaouis, information rapportée par la chaîne libanaise Al-Maïden. Pour l'heure, des manifestants bloquent le passage de Kerem Shalom, ce qui empêche l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Ils réclament la signature immédiate d'un nouvel accord pour la libération des otages. Les attaques des Houthis du Yémen continuent en mer Rouge. L'agence des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni fait état d'un nouvel incident survenu à proximité du golfe d'Aden.
Un avion militaire russe qui transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens s'est écrasé dans la région de Belgorod, région frontalière de l'Ukraine. Toutes les personnes à bord ont été tuées, rapporte le gouverneur local sur Telegram. En France, l'examen du texte de proposition d'inscription de l'IVG dans la Constitution est en cours à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a pris la parole, rappelant, je le cite, qu'il n'existe pas aujourd'hui de véritable protection supralégislative du droit ou de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Enfin, après sa nomination dans 5 catégories aux Oscars, le film Anatomie d'une chute de Justine Triet a été nommé à 11 reprises pour les Césars. Palme d'or, il est devancé par Le règne animal de Thomas Caillet, nommé lui 12 fois. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec le docteur Laurent Carilla et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine, à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, mise en scène par Alex Lutz, en ce moment au Théâtre Antoine. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, le docteur Laurent Carilla, pour son livre Docteur addict ou pas, ses conseils pour continuer à se faire plaisir sans tomber dans les addictions, aux éditions HarperCollins. Et dans cette partie d'émission, on va s'intéresser à toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Christophe. Cet après-midi, chère Cyrielle, je vais vous faire découvrir, peut-être, et à votre invité, une comédienne sociétaire de la Comédie Française, Jennifer Decker. Vous avez sans doute déjà évoqué le nouveau Cyrano de Bergerac, présenté à la Comédie Française. Ce spectacle a des atouts et des faiblesses, mais il profite d'une force incroyable. C'est le rayonnement de Jennifer Decker qui joue Roxane. D'ailleurs, la pièce pourrait être rebaptisée cette fois-ci Roxane et les hommes. Jennifer Decker, c'est près de 30 rôles depuis son entrée à la Comédie Française en 2011, notamment Phèdre, non pas celle de Racine, mais celle de Sénèque, beaucoup plus sanglante et maléfique, puisque cette Phèdre accuse Hippolyte de lui avoir fait des avances, alors que c'est le contraire, et qu'elle veut se venger de lui qui l'a conduite. On peut aussi noter Lisa, protagoniste des Démons de Dostoïevski. C'est le cas, à mon avis, avec cette Lisa. Le maléfique l'emporte. Jennifer Decker passe de l'audacieuse et pétillante intellectuelle à la victime qui marche au bûcher. Elle passe de la séduction au supplice. C'est l'inverse, finalement, de la tentatrice. Quand elle meurt, sa silhouette frêle et abandonnée que les flammes emprisonnent fournit l'une des plus belles images de théâtre que j'ai vues ces dernières années. Mais ça, c'est le passé. Le présent, c'est Roxane. Roxane qui culmine dans la puissance de l'émotion à la fin de l'acte 4, quand Christian de Neuvillette meurt, et dans tout l'acte 5, quand Cyrano trépasse « Je n'aimais qu'un seul être et je le perds 2 fois ». Le fameux alexandrin de Roxane. Jennifer Decker donne une grande intelligence au personnage. Roxane, avec elle, est une précieuse, bien sûr. Mais les précieuses, par le génie comique de Molière, on les a toujours affublées de l'épithète ridicule. Alors que le mouvement des précieuses, ce fut plus complexe. C'était un mouvement de nature féministe. Les précieuses ont imposé à la haute société de considérer les femmes pour leur esprit, et non plus seulement pour leur corps. Elles ont conquis le droit à la parole, elles ont pris le pouvoir sur une partie de la vie mondaine dans ce qui deviendra les salons. Elles ont imposé aux hommes de revenir au code de séduction de l'amour courtois après 4 siècles de brutalité médiévale. Les précieuses, c'est précieux. L'usage du raffinement dans les mots, l'obligation de suivre un code pour faire sa cour, la verbalisation et la conceptualisation du désir,
Tout cela annonce le XVIIIe siècle, avec sa sentimentalité psychologique et presque intellectuelle. Racine et Marivaux doivent beaucoup aux précieuses. Et c'est une précieuse de ce calibre-là qu'incarne Jennifer Decker. Roxane aux cheveux courts, tiens, comme Miss France. Elle montre comment le désir passe par la sublimation pour arriver à cette décision fondamentale. Placer l'esprit plus haut que la chair dans le choix amoureux. Par ses regards, ses petits silences et sa spontanéité, Jennifer Decker nous fait ressentir la réflexion que mène Roxane tout en étant à fleur de peau dans l'expression de son désir. C'est captivant, c'est magnifique, c'est solaire. Et ça nous plaît, ça nous inspire en tout cas. C'est beau ce qu'il a dit. Merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, c'est la chronique flashback de Charlène Villemer. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette chronique flashback, chronique dans laquelle nous allons revenir sur vos goûts culturels. Et on commence en musique avec un son heavy metal que vous adorez. Flashback, nous sommes le 28 octobre 1982. Laurent, vous avez 9 ans quand Creatures of the Night, extrait de l'album éponyme du groupe Kiss, sort. C'est le 10e album studio et le dernier publié sous le label Casablanca Records. L'album est d'ailleurs dédié à la mémoire du fondateur du label, Neil Bogart, décédé d'un cancer foudroyant 5 mois plus tôt. C'est vrai. Cet album marque le retour du groupe vers le hard rock, un genre qui s'était un petit peu perdu depuis les 3 derniers disques, et qui signe même leur entrée dans un genre nouveau, le heavy metal. Un son plus puissant que l'on doit au jeu de batterie d'Eric Carr et à celui de Vinnie Vincent, toujours dans l'ombre d'Ace Frehley. Quel talent! Et d'ailleurs, même s'il figure sur la pochette de l'album, souvenez-vous, Ace n'y contribue pas. C'est bien Vinnie qui, sa Jackson Randy Rhoads en main, signe son premier album avec le groupe Kiss, d'abord en secret, puis officiellement comme remplaçant de Space Ace lorsqu'il quitte le groupe à l'aube de la tournée Creatures of the Night. 3 ans plus tard, nous sommes en 1985, une réédition parée avec une nouvelle couverture. Cette fois, on y voit Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Carr et le nouveau guitariste Bruce Kulick, mais le quatuor cette fois-ci n'est pas maquillé. Et c'est au Brésil que l'album rencontre un franc succès. Le groupe joue devant la plus grande foule lors du concert au stade Maracanã de Rio de Janeiro en 1983. On recense plus de 140 000 personnes. La même année, l'album est certifié disque d'or dans le pays. Et vous êtes donc, on l'a bien compris dans cette émission, un fan inconditionnel de métal, Laurent. Ouais, c'est ça. Un fan de Kiss, surtout. Ouais. Je suis un grand collectionneur. D'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir, envoyez-moi tout ce que vous avez sur Kiss. Ça, c'est lancé. C'est lancé. Et oui, donc ce genre musical vous plaît, Laurence, parce que vous êtes un petit peu métal. Vous rédigez d'ailleurs des articles pour le site Hard Force Magazine depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Interview d'artistes. C'est vrai ? Ouais. Que j'ai quitté, non, je suis chez Radio Metal. Très bien, c'est pas bien une radio. noté. À mettre à jour donc. Donc vous avez rédigé des articles, des chroniques d'albums ou encore de concerts. Le métal vous anime et vous le qualifiez volontiers d'addiction positive. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne génère aucune souffrance, n'est-ce pas ? Aucune souffrance. Aucune souffrance. L'addiction positive, c'est du plaisir, de la récompense, des émotions positives. Et on poursuit en littérature avec un livre que notre invité nous conseille de lire en ce moment, Charlène. Nos vies ont-elles un sens ? C'est la question qui nous obsède tous et que Lux, roman de Maxime Chatham, sorti en novembre dernier aux éditions Albin Michel, pose en filigrane à travers son récit et en particulier à travers l'histoire d'une mère et de sa fille. Alors je vous plante le décor. Une mystérieuse sphère lumineuse surgit dans le ciel. Ce phénomène est une première dans l'histoire de l'humanité. Personne ne sait ce que c'est, ni d'où ça vient, ni même ce que ça laisse présager. Les scientifiques comme les religieux ne peuvent pas l'expliquer. Alors il y a bien une chose que l'on sait, c'est que cet événement va bouleverser la planète, une planète en proie à des dérèglements climatiques, à des tensions géopolitiques. Ce livre interroge nos peurs et notre monde dans ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de meilleur, comme toujours avec cet auteur. Si l'histoire se passe dans un futur proche, elle est en fait le reflet de notre société actuelle. Et fait plutôt surprenant, le livre commence avec un mot que l'on n'attend pas. Lorsqu'on lit Maxime Chatham, c'est la définition du mot espoir. Un mot qui entre en contradiction avec la peur collective par laquelle commence le roman. L'auteur dit « l'espoir, c'est ce qu'on attend ». Et en fait, ce mot raconte toute la trajectoire vers ce mot-là. L'espoir se construit, il se crée. C'est l'histoire de Romy,
une mère romancière et de sa fille Zoé. Chacune a son parcours de vie, ses propres angoisses et ses attentes, mais ensemble, elles vont tenter d'imaginer les scénarios qui pourraient expliquer cette sphère lumineuse. Pourquoi vous avez aimé ce livre ? C'est Maxime, je le connais un peu, et il écrit des livres hyper gore habituellement, des livres de l'angoisse totale, etc. Faut aimer, quoi. Ouais. Et il est talentueux, et là, il a fait, je trouve, un virage à 190 000 degrés avec ce style, en fait. C'est plus posé, c'est plus cool, quoi. Donc un livre à découvrir qui s'intitule Luxe. Luxe. L-U-X et pas de Tout à E fait. à la fin. Et pourquoi on demande à ces deux personnes qui ne sont pas scientifiques d'intervenir, Charlène, dans ce livre ? Eh bien justement, c'est pour penser différemment, pour mettre en lumière le regard que porte l'artiste sur le monde. L'artiste n'a pas la même vision que des scientifiques qui ont une manière de penser, des outils qui leur sont propres. Mais c'est important de voir un autre point de vue. C'est ce que la femme d'ailleurs de Maxime Chatham appelle la fertilité émotionnelle. Qu'on embrasse, Christine Bollard. L'émotion est le cœur de tout, de ce qu'on est. Elle est primordiale et finalement, c'est montrer comment face au regard de la science, eh bien, l'émotion peut avoir à raconter sur un phénomène jusqu'alors inconnu. L'une comme l'autre peut avoir des choses à raconter. C'est le premier roman donc de Maxime Chatham écrit pour relater ses propres peurs. Et pourtant, c'est un livre qui ne fait pas peur. Non, il fait pas peur. D'habitude, il joue avec les peurs des autres et ne se fait pas peur à lui-même, alors qu'ici, il a eu envie de pointer tous les dysfonctionnements de notre société qu'on connaît, notamment le manque de communication. Non, mais il y a quelque chose de psychologique différent. C'est vraiment intéressant. À découvrir donc le livre Luxe de Maxime Chatham. On termine cette chronique avec du cinéma, Charlène. Et alors, une série de films que vous adorez, Laurent, qui n'est pas récente, mais on était obligé d'en parler parce qu'on a trouvé ça si drôle. Ouais. Voilà. Ah ouais. Flashback, fin 1976, vous avez 3 ans, Laurent, Ouais. quand sort le tout premier opus Alors, de je la l'ai pas série. vu à 3 ans. Hein. Non, j'imagine. Mais je vais vous raconter une anecdote. On avait un magnétoscope. Mon père avait acheté toujours des magnétoscopes super cool et on allait au vidéoclub La louer belle les époque. cassettes. La classe. Louer La les belle cassettes époque. Ouais. de Rocky. La classe, on adore. Donc, sort le tout premier film de la série de Rocky aux États-Unis et quelques mois plus tard, en mars 1977, le mythe Rocky arrive en France, porté par Sylvester Stallone, dont l'histoire personnelle est étroitement liée à celle de Rocky Balboa, un boxeur de seconde classe dont la chance va tourner le jour où le champion du monde de boxe lui propose un duel. Mais ce film culte a pourtant failli ne jamais voir le jour. Ah bon? Retour sur l'histoire de la saga qui a donné un sacré coup de poing au cinéma américain. C'est vraiment la chanson de la motivation. Hein. Ouais, Ouais. ça. faire Mais du très sport. souvent, avant un entretien, C'est vrai. j'écoute cette chanson. Survivor, Ouais. Oui, qui est un groupe de hard FM. Et ben j'adore. ou avant d'aller courir aussi. À l'époque, Sylvester Stallone est loin d'être une star. L'acteur traverse une période difficile et peine à lancer sa carrière. Malgré quelques apparitions dans des films médiocres, Stallone côtoie la misère et la rue jusqu'à vendre même son fidèle compagnon à 4 pattes, Butkus, pour ne pas mourir de faim et tout miser sur un script, celui de Rocky. Ce script, il s'y accroche férocement car il y croit. Malgré les honnêtes sommes qu'on lui propose, Stallone refuse de le vendre car on ne veut pas de lui comme interprète et c'est pourtant sa seule condition. Alors il obtient gain de cause pour un prix dérisoire mais rachète au passage son chien. La machine Rocky est lancée. Oh, c'est très touchant cette anecdote. De quoi s'est-il inspiré pour construire un tel scénario, Charlène? Eh bien c'est le combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner en 1975 qui lui inspire l'écriture de Rocky. L'histoire personnelle de l'acteur et le contexte des États-Unis dressent le portrait d'une Amérique prolétaire et abîmée. Le pays sort tout juste de la guerre du Vietnam. 19 ans de combat essuyés par une lourde défaite et laissant des milliers de soldats traumatisés, incapables de reprendre une vie normale. Un sujet qui est d'ailleurs repris plus tard dans les films Rambo. Et puis, Que j'adore aussi. c'est vrai, ça m'étonne pas. Et puis en toile de fond, Rocky, c'est également une histoire d'amour, celle qu'il entretient avec Adriane, évidemment, interprétée par Talia Shire, une jeune trentenaire très timide et un peu négligée qui travaille dans une animalerie. Cette relation est la clé de voûte du scénario du premier rendez-vous jusqu'à la scène finale où l'italien Segosi a appelé Adriane. Bah oui. 8 fois quand même, on a recompté. Sur le ring, non? C'est ça. Ouais.
Alors ce premier film de 1976, il signe le début d'un avenir radieux puisque 5 autres Rocky verront leur jour, suivis par l'héritage de Rocky Balboa, la saga Creed. Le boxeur italo-américain de seconde zone issu des quartiers pauvres de Philadelphie est devenu champion du monde de boxe et lutte sans cesse pour conserver son titre et son honneur. Encore un clin d'œil à Sylvester Stallone qui a prouvé son talent au monde du 7e art. Merci beaucoup Charlène. Et si vous avez un voyage outre-Atlantique de prévu, vous pouvez contempler la statue de Rocky après avoir gravi a priori les 72 marches du musée d'art de Philadelphie. Tout en écoutant Survivor. Ah bah oui, il faut pas manquer ça. Merci Charlène Villemer pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On va poursuivre cette émission, Laurent Carilla, avec une citation que j'aime beaucoup. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » C'est vrai. Essayons, si vous voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. Ok. Laurent Carilla, oui. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Rien. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Travaille bien à l'école et tu feras tout ce que tu veux après. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie ? Et si oui, pourquoi ? Il y a eu un tournant à mes 40 ans. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un truc à mes 40 ans. Pas de crise, hein, j'ai pas fait de crise de quarantaine, mais il y a eu un truc à mes 40 ans et à mes 50 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Enrico Macias, qui est une de mes idoles, qui est venu chanter à mon anniversaire sans que je le sache. Ça m'était offert par notamment ma productrice Stéphanie Guérin. Il m'a chanté ma chanson préférée, Le Mendiant de l'amour. Ah mais attendez, on va garder ça pour tout à l'heure, Le Mendiant de l'amour. Il faut absolument la caler d'Enrico. On va l'écouter dans un instant. Quelle fut la plus grande, si on peut dire ça comme ça, erreur dans votre vie et comment potentiellement vous l'avez résolue ? Je suis incapable de répondre à cette question. La plus grande erreur de ma vie, je sais pas si j'ai eu une grande erreur de ma vie. Je sais pas. Une petite. Petite erreur de ma vie ? Je sais pas répondre à cette question. Rien ne vous vient en tête. Non. Qu'aimeriez-vous faire mais que vous ne faites pas, Laurent Carilla ? J'aimerais faire du sport de haut niveau. Ok. Une discipline en particulier ? Je sais pas, courir à fond, etc. Je peux pas le faire. Ok. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas ? Ça, je l'ai bien compris et pourquoi. Mais est-ce qu'il y a une chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Une chose que j'ai fait cette année et dont je me souviendrai toute ma vie. Ouais, j'ai rencontré Kiss à Lyon. Ah. Ouais. Racontez-nous. J'ai rencontré Kiss à Lyon. On m'a offert un meet and greet pour rencontrer Kiss sur leur date lyonnaise, parce qu'ils revenaient en France à Lyon. C'était avant le festival du Hellfest. Et j'ai eu de la chance d'être un peu VIP sur cette histoire. Et j'ai rencontré mon autre idole. Cette année, j'ai rencontré mes 2 idoles en fait. Enrico Macias, avec qui j'ai un lien fort maintenant, et Gene Simmons de Kiss, qui est pour moi un modèle. Et je vais vous raconter un truc, c'est un truc vraiment d'enfant où j'ai été propulsé en 1983. On fait une photo avec le groupe et Gene Simmons pose juste sa main sur mon épaule. Et je sens un truc de dingue comme je peux ressentir. Ça a été magique. Il n'y avait rien eu, il n'y a eu que ça. C'est une jolie histoire. Si je vous parle d'amour alors, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? Vivant. Pourquoi ? C'est important d'aimer, c'est important d'être aimé, c'est important de maintenir un amour. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Être moins angoissé. Si vous étiez président de la République. Ah, j'adorerais ça. Ah oui ? Non. Votre première mesure, en tout cas. Une chose comme ça qui vous viendrait. L'enseignement du métal dans toutes les écoles. Vraiment ? Ouais. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Non, je vais redire un autre truc pour président. Allez. J'aimerais renforcer la prévention des addictions et des maladies mentales. C'est plus cohérent. Qu'aimeriez-vous pour terminer, docteur Laurent Carilla, que les gens retiennent de vous ?
Je sais pas. Vous posez des questions, c'est moi d'habitude qui pose des questions comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? Ce que j'ai fait au niveau... le petit truc que j'ai fait au niveau des addictions, au niveau du traitement des addictions, voilà. C'est quoi le petit truc? Je sais pas, proposer des programmes de soins, proposer des programmes de prévention, essayer toujours d'aller à toujours me challenger pour essayer d'avoir une longueur d'avance sur tous ces nouveaux produits qui arrivent et comment aider les gens. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Sandy pour le portrait. Mais tout de suite, une pause musicale, évidemment, et puis une pause tout court publicité suivie du journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses car maintenant le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Vous dire la générosité, c'est une larme, sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Bon, et puis Laurent Carilla, vous venez nous dire c'est la meilleure émission depuis très longtemps. Quel kiff. Et donc on a dit qu'on allait vous faire un kiff jusqu'au bout. Ah, je vous adore. On va écouter Je vous adore. Je reviens quand vous voulez. The Night de Je reviens quand vous voulez. Allez, on fait découvrir à nos auditeurs en parallèle. Je crois que c'est rare sur Radio J d'écouter je suis très content qu'il y ait du Kiss sur Radio J. On fait écouter. Till
Et puis j'en profite pour faire la promotion du spectacle de Bernard Bitan. Ce soir, allez voir ce spectacle merveilleux qui s'intitule « Je n'ai pas dit mes derniers mots ». Un plaidoyer écrit et mis en scène par Bernard Bitan qui aura lieu ce soir au centre Rachy, au 39 rue Broca. Il reste encore des places. N'hésitez pas, c'est un très bon moment à passer à 20h évidemment pour bien évidemment parler de ce qui se passe en Israël en ce moment avec un regard vif, acéré et intelligent. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 110e jour de guerre, une minute de silence a été observée à la Knesset en hommage aux victimes de la guerre lors de la cérémonie des 75 ans du Parlement. La célébration de la fondation de la Knesset cette année n'est pas un joyeux anniversaire. Ce sont les mots du président du Parlement israélien, Amir Ohana, qui a ouvert une session extraordinaire ce matin pour marquer les 3/4 de siècle de l'institution. Session extraordinaire à laquelle ont assisté le président Yitzhak Herzog et le premier ministre Binyamin Netanyahou. Dans les discours, l'anniversaire a largement été mis en parallèle avec la guerre contre le Hamas. Un point sur les opérations à Gaza. Tsahal a éliminé des dizaines de terroristes dans le territoire palestinien ces dernières 24 heures et les forces israéliennes continuent d'intensifier leurs opérations contre le Hamas dans la région de Khan Younes. Pascal Sunshine. La ville du sud de la bande de Gaza est totalement encerclée depuis hier. Les troupes israéliennes ont découvert des stocks d'armes, des fusils d'assaut, des missiles RPG, des roquettes et des munitions dans plusieurs positions du Hamas qui ont été perquisitionnés. À noter, toujours dans la bande de Gaza, un événement inhabituel. Plusieurs dizaines de Palestiniens ont manifesté ce matin à Dir el-Balah pour appeler à la fin de la guerre, à la libération des otages et aussi pour pouvoir regagner leur maison qu'ils avaient dû évacuer au début de l'offensive de Tsahal. Des manifestations à visage découvert contre le Hamas à Gaza qui restent évidemment encore très rares. Et puis sur le front nord, plusieurs roquettes tirées par le Hezbollah sur la Haute-Galilée sont tombées en zone inhabitée sans faire de blessés. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Les discussions autour d'un nouveau cessez-le-feu d'un mois progressent. Une délégation du Hamas est arrivée hier au Caire pour s'entretenir avec les renseignements égyptiens d'une nouvelle proposition de cessez-le-feu selon une source proche des pourparlers. Le conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient se trouve également dans la capitale égyptienne pour discuter d'une pause dans les hostilités et de la libération des otages selon Washington. L'agence de presse Reuters rapporte de son côté que l'État hébreu et l'organisation terroriste sont d'accord sur le principe d'un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens au cours d'un cessez-le-feu de 30 jours, mais le plan cadre est freiné par les divergences entre les deux parties sur la manière de mettre un terme définitif à la guerre à Gaza. En France, l'examen de la proposition d'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution a débuté aujourd'hui aux alentours de 15h. C'était une promesse faite par le président de la République Emmanuel Macron en octobre dernier. Depuis le vote fin 2022 à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi issue des rangs du groupe LFI, les termes du texte ont évolué, passant du droit à l'IVG à la liberté pour les femmes d'y recourir. Mais rien n'assure encore que le combat pour son inscription dans la Constitution soit gagné. En tout cas, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti assure que le passage dans la Constitution de cette proposition n'impactera aucune autre liberté. La consécration de cette liberté n'emporte la remise en question d'aucune autre liberté, et notamment pas la liberté de conscience des médecins, des sages femmes, qui leur permet de choisir de ne pas pratiquer d'IVG si cet acte est contraire à leurs convictions. Cette liberté-là, je l'affirme, est
totalement préservé. Le principe de respect de la dignité de la personne humaine est lui aussi préservé. Une loi qui porterait par exemple le délai maximal pour avorter à 30 semaines pourrait donc être tout à fait censurée, y compris par la présente révision. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, cet après-midi à l'Assemblée nationale. La mobilisation des agriculteurs s'étend à tout le pays. Les actions vont s'amplifier, avait prévenu hier soir le patron de la puissante FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Endeuillé par les décès d'une éleveuse et de sa fille, le mouvement des agriculteurs semble prendre cette direction puisque les blocages débordent désormais largement du sud-ouest. Si le président du syndicat a annoncé qu'une quarantaine de revendications seraient publiées ce soir, les principaux motifs de la colère du secteur sont déjà bien connus, notamment les conditions de travail tendues et peu rentables du secteur, les réglementations trop complexes dans le milieu agricole ou encore la possible disparition d'une niche fiscale sur les carburants. Enfin, le règne animal et anatomie d'une chute dominent les nominations au César. La dystopie fantastique de Thomas Caillet coiffe d'un cheveu la Palme d'Or de Justine Triet. 12 nominations contre 11. Suivent Je verrai toujours vos visages, 9 nominations. Le procès Goldman, 8 nominations et Chien de la casse, 7 nominations. Ce quintet se disputera le trophée roi du meilleur film le 23 février prochain, dans un petit mois donc. Et merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité, le professeur Laurent Carilla sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Eldan, le grand loueur de voitures en Israël, apporte tout son soutien à la communauté juive de France. Même dans ces moments difficiles, les agences Eldan à travers tout le pays vous fourniront le meilleur service et les meilleurs prix. Pour réserver une voiture en Israël, c'est simple. Eldan. Appelez le 01 47 70 21 25. 01 47 70 21 25. Eldan.co.il. Eldan à votre service. Am Israël Rail. Du 14 au 29 janvier, l'Écuche vous présente le Festival Confluence 2024. Concerts, théâtres, rencontres, cours, ateliers, conférences, programmes jeunes publics. Festival Confluence, plongez-vous dans la quinzaine des cultures juives de la Méditerranée. Informations et réservations sur écuche.fr et 01 53 20 52 52 01 53 20 52 52. Le Festival Confluence bat son plein. Rejoignez-nous. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Merci pour votre fidélité. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission avec mon invité aujourd'hui, le professeur Laurent Carilla pour son livre Docteur addict ou pas aux éditions HarperCollins. Et tout de suite, on découvre ensemble le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Anaïd. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Vous êtes auteur-interprète. On va découvrir votre titre Partir, alias, si je puis dire, tourbillon, issu de ce nouvel EP qui s'intitule Tourbillon, comme un tourbillon d'émotions, de révolte, de chagrin, de pensée aussi. On écoute et on revient. Pour fuir, se séparer d'une ville en feu qu'il faut quitter. Un peuple avance sans frontières, la guerre épuise les sœurs, les frères, toujours en quête et sans repos, l'exilé fuit sa vie au dos, sa seule raison et sa survie, le bruit des bombes pour seule patrie. Changer
fragile, changer de monde, enfin guérir, reprendre sa place en réfugié, une porte ouverte pour les aimer. Interminable tourbillon, interminable histoire sans nom, puissant message de vérité, puissant serment pour tout changer. Les mains levées vers le passé, un long chemin sans oublier. Interminable vérité, demain pour vivre et tout changer. Interminable tourbillon, interminable histoire. Anaïd, ravie de découvrir ce titre Partir qui fait partie de votre album Tourbillon. De quoi parlez-vous dans ce titre et dans cet album ? Alors c'est vrai que cet album, cette EP en tout cas, fait écho et résonne en moi car cette année 2023 a été une année très difficile en tant que Française d'origine arménienne. Comme on le sait, on a l'Arménie et l'Artsakh ont vécu une nouvelle fois une période très douloureuse et difficile et qui nous marquera à vie. Moi, c'est vrai que je ne suis plus la même depuis ce 19 septembre au soir. Et l'état d'esprit dans lequel nous étions tous, c'est que ce passage de l'histoire qui a été finalement mis à la vue de tous sans que personne n'en parle, où 120 000 Arméniens ont dû vivre un blocus de 9 mois, puis l'exil à nouveau, comme une sorte de nouveau génocide où on leur a dit bah voilà, partez de chez vous en 24 heures, parce que sinon on vous exterminera, ou de force. Et depuis, le peuple arménien, le peuple d'Artsakh, les Arméniens d'Artsakh essaient de se reconstruire. Et j'ai voulu écrire ce texte Partir, Tourbillon, comme un cri de révolte et surtout un cri d'alerte pour que l'on puisse essayer à nouveau de vivre en paix, nous reconstruire. Et c'est là le travail commence en 2024. C'est un message très fort que vous donnez dans votre musique et tout court, Anaïd. Depuis, vous êtes depuis jeune, vous avez donc une double culture. Vous êtes française mais d'origine arménienne de par vos parents. Vos racines sont très importante. D'ailleurs, pour ceux dont le prénom résonne un petit peu, vous avez participé à la saison 10 de The Voice. Vous avez eu les 4 fauteuils retournés. Vous y aviez interprété un chant en arménien et en français qui s'intitule Ingala. Et j'ai envie qu'on écoute un petit bout ensemble. Voilà, on découvre ce titre Ingala qui, il me semble, veut dire je suis une tombe, c'est ça ? Alors en fait, Je suis une tombe, c'est le titre en français, oui. Mais le Hingala n'est pas la traduction littérale de Je suis une tombe, parce que c'est Vincent Baguian qui a écrit ce texte en français, Je suis une tombe, et il s'est inspiré de la version traditionnelle d'un chant tout autre, arménien, Hingala. C'est les pleurs d'un berger au-dessus de sa montagne, où il s'aperçoit que cette montagne ne lui appartient plus. Et Vincent Baguian en a traduit Je suis une tombe. Mais c'est vrai que Hingala, ce sont les pleurs de ce berger. Et ça a été une expérience fabuleuse de participer à l'émission The Voice avec cette chanson. En plus, nous étions en pleine période de guerre. Et nous, il était important pour les Arméniens et pour ceux qui ne connaissent pas ce petit pays et ce qu'il est en train de vivre, de faire ce passage à The Voice, qui a été très bien accueilli.
Et je suis très reconnaissante des retours qu'on a pu avoir. Et voilà, c'était très très beau. Aujourd'hui, vous vivez de votre musique. En tout cas, vous faites des concerts. On va en parler dans un instant. Vous êtes très suivis. On a écouté ce titre Ingala qui fait partie de votre EP, il me semble, Tourbillon. Vous dites que les mots prennent leur importance dans votre musique, que vous souhaitez véhiculer, et on l'a bien compris, dans vos compositions, des messages d'union, d'amour, de partage, mais pas que, en dénonçant aussi la comédie humaine et la marginalisation des êtres oubliés. Et j'ai envie qu'on écoute à présent Me Voici. J'ai mis des sons feutrés sur des mots si précieux. J'ai mis crier silence pour appeler les dieux. J'ai accordé mes joies et mes peines du moment. J'ai mis un peu de rythme pour sublimer l'instant. J'ai mis pour vous ce soir l'un des plus beaux atours. J'ai mis ce rouge à lèvres pour attirer l'amour. J'aime parler de vous, vous êtes mon doux parfum. J'ai mis un peu du monde pour chanter de plus loin. Me voici devant vous avec ma simple voix. Me voici sur ces planches, ce jardin si étroit. Et bien que voulez-vous, je vous aime, c'est ainsi. Et bien que voulez-vous, sans vous rien ne sourit. Voilà, on découvre ce titre Me Voici d'Anaïd. Vous dites aussi depuis quelques temps que vous avez mis en place des compositions et des reprises de chants, mais en arménien français bilingue, notamment, alors là c'est cher à mon cœur, Dalida, donc je suis obligée de diffuser un petit extrait. On va même mettre un petit medley avec Barbara, Kenji ou encore Claudio Capéo. On écoute sur Radio J dans un instant. C'est l'histoire d'un amour ma complaint pour Rockner. Un roman comme tant d'autres, Ovgar Aurélien Elkone, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Mi parcer dar gangnadze ou gérievna kartsede vers le jour qui va venir. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, maïrigisir un achkere. Enlevez-moi même tout le reste. Elle m'a porté avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Maïren sirins het gedani. Gankes mich havadarim gelini. Si j'avais su en partant ce soir-là, y était imanaï, jamanaga chispaso. Si j'avais su, y était imanaï, que c'était la première fois. Vories kes verchin ankam desa. Anaïd, on est en train de se dire que c'est merveilleux, qu'on écoute et qu'on trouve ça extrêmement joli. Vous dites que l'espace artistique mérite d'être étoffé par des artistes poètes. C'est ce que vous avez envie d'insuffler. Oui. Tout à fait, c'est vrai que j'aime mettre l'accent sur les mots et sur l'histoire d'un artiste. Le parolier, le rôle du parolier est un rôle tellement parfois ingrat qu'on oublie de le citer. Et moi j'ai envie de mettre en avant justement ce travail d'écriture qui peut prendre parfois des années, car il varie en fonction de l'âme et des émotions de la personne. Et j'ai été bercée par les textes d'Edith Piaf, de Barbara, de Mouloudji et de Charles Aznavour. Et c'est vrai que parfois, il me manque encore des artistes dans notre génération vers lesquels me tourner pour me dire je me sens représentée. Donc je puise dans ce que mes aïeux m'ont transmis et j'ai envie, même si ça prendra un peu plus de temps, de mettre en avant ce travail d'écriture. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, l'occasion de prendre une place qui n'existe plus forcément, mais en tout cas de pouvoir se nicher là-dedans. Anaïd, aujourd'hui, vous êtes devenue ambassadrice du public par la télévision arménienne, je crois savoir. Oui, tout à fait. Avec 14 autres ambassadeurs. La télé s'appelle H1, c'est ça ? Oui, c'est l'équivalent du TF1 arménien. Comment ça s'est passé, ça, pour vous ?
Alors c'est suite à l'émission The Voice. Qui a été très très bien accueilli en Arménie, encore plus qu'en France. Déjà qu'en France, ça a eu un très très bon retour. En Arménie, ils ont été très émus et touchés de voir que la France puisse mettre en avant la langue arménienne. Et j'ai pu faire beaucoup de télévision là-bas en Arménie et des concerts. Et c'est vrai que pour eux, c'est important d'avoir des porte-paroles, on va dire, en dehors de nos frontières. Et j'ai été... ça n'a pas qu'un rôle honorifique, on va dire. C'est vrai que c'est un beau travail. Et finalement, c'est ce qui m'a toujours animée depuis ma plus tendre enfance. C'est que je suis française et très fière d'être née en France. Mais il ne faut pas que je perde cette richesse que d'être arménienne et ce petit plus. Et en tout cas, voilà, la télévision m'a fait confiance. Et depuis, je donne des concerts avec la télévision à mes côtés et avec des supports que la télévision puisse nous offrir pour les transmettre en France. Et pour les prochains concerts, ce sera le 9 mars à l'église Notre-Dame des Marais à Villefranche, du 13 mars au 3 avril en Arménie pour une campagne humanitaire avec aussi des interviews. Le 23 et 24 mai, un concert à Issy-les-Moulineaux. Le 25 mai, je crois aussi à Bordeaux. Le 1er juin à Bruxelles, je dis tout. Hein. Et le 8 juin à Cahors, concert en Bretagne, Australie et Montréal aussi prévu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Parce que je crois qu'il y a des collaborations aussi qui sont en cours. Eh ben, j'espère que cette nouvelle année 2024, nous allons pouvoir apporter cette dose de lumière dont on a tous besoin. Les nouvelles collaborations, c'est un nouveau concert, un nouveau spectacle avec un ensemble de danse, l'ensemble de ballet Égaillant de Lyon, et une tournée de France en Arménie avec eux est prévue. Et je souhaite que vraiment à tous ces peuples oubliés, on va dire une reconstruction et que l'on puisse faire entendre leur voix et être à leur côté. Merci beaucoup Anaïd d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de Radio J. Pour vous découvrir, on vient sur anaïdb.fr, sur Instagram anaïdbsong, sur YouTube et puis sur Facebook également anaïd.b. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Merci à vous Cyrielle, merci beaucoup. Merci, au plaisir et continuez évidemment. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, docteur Laurent Carilla, on ne vous oublie pas cette petite pause. J'ai adoré cette émission musicale. Voilà, le temps de découvrir un artiste et puis de revenir à vous parce qu'on ne vous oublie pas. Ces minutes passées ensemble ont été notées, annotées et nous allons les débriefer. Débriefons là. Avec Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurent Carilla. Bonjour Sandy. Alors oui, je vous ai entendu, écouté avec beaucoup d'attention parce que pour moi l'exercice c'est d'oublier tout ce que j'entends et je sais de vous et d'uniquement entendre ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Alors on commence les 3 mots propres et chers à Cyrielle de l'émission pour vous caractériser aujourd'hui parce que demain est un autre jour. Vous nous avez dit être empathique, généreux et angoissé. Alors on va voir ensemble comment est-ce qu'on vous a retrouvé tout au long de cette émission dans ces 3 mots. Et bien plus encore. On commence toujours par l'enfance, on sait bien que c'est le socle aussi. Ouais. Et vous, ce que vous nous avez partagé, c'était que pour vos parents, ce qui avait été important, c'était que faire des études, ça permettait de sécuriser la vie. Et qu'ensuite, on pouvait se permettre de vivre ses passions. Donc on sent ce sentiment de structure, il y a du sérieux, et après on peut déconner. Alors vous nous dites aussi avoir toujours fonctionné avec des modèles. Ouais. Quand on a eu le flashback, on se dit que dis donc, ils sont sacrément riches et variés, vos modèles. Mais c'est surtout aussi dans vos études en médecine que ça a été vraiment notoire. C'est pour ça que vous êtes allé en psychiatrie, addictologie, parce que vous tombez amoureux du service, mais surtout des gens qui y sont, qui sont présents. Et d'ailleurs, vous dites, dans des extrêmes de aimer et détester, vous détestez la croyance justement du manque de volonté qui est collée aux addictions. Ça sonne un peu d'ailleurs comme vol et honte, c'est pas beau, c'est moche et ça n'a rien à voir avec le sujet. Votre côté sexe, rock'n'roll, vous avez dit, vous amène à aimer l'addiction en termes de plaisir positif, comme la musique l'est pour vous par exemple. C'est alors voir les maladies chroniques, que sont les addictions, avec humanisme, équité et puis surtout horizontalité dans la relation à l'autre. Vous, le soignant, empathique, généreux et angoissé.
Alors vous avez beaucoup d'humour. Vous avez dit tout à l'heure à Cyrielle, sur un ton toujours très calme et posé et sérieux, j'aime bien quand vous m'appelez docteur. Bah oui, on voit bien que vous êtes sérieusement drôle aussi. Je pense que ça aide à pouvoir générer aussi beaucoup d'empathie, de générosité et puis de canaliser l'angoisse. C'est ça. Alors du coup, votre livre, on peut en fait, en fonction des chapitres, choisir ce qu'on veut et puis vous avez des questions-réponses. Ça, je crois que c'est votre générosité aussi. Vous avez besoin qu'on puisse faire en toute liberté ce qu'on veut, comme on veut, que ce soit utile, que ça pousse à la réflexion, que ce soit aidant. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement à ce côté libre aussi chez vous que vous partagez avec beaucoup d'empathie. Alors comprendre l'autre en se mettant à sa place, c'est ce que vous nous avez dit de vous et de vouloir, de chaque individu unique et magnifique, j'aurais pu entendre sans que vous l'ayez prononcé, on sent que vous avez ce goût pour l'individu, la personne. Eh bien, c'est un peu ce que disent les Anglais quand on dit d'être dans les chaussures de l'autre. If I were in your shoes. D'ailleurs, c'est le seul moment où on peut dire if I were. C'est une expression qui est précieuse, effectivement, parce que ça permet de se dire, en étant dans les chaussures de l'autre, on peut peut-être comprendre sa verticalité et justement quand il chute souvent. Alors il y a l'image qu'on voit de vous, bien sûr Laurent, le style métal dans vos habits, mais pas que, dans ce discours posé, charismatique du professeur. Et puis on entend surtout le poète. C'est gentil ça. Le sensible en vous. L'homme pudique aussi quand même, je pense que je vous embarrasse un poil quand même là, mais finalement... Vous avez beaucoup de captations sensorielles, je pense, avec toute cette diversité qui vous anime. Et puis, vous nous invitez tous à avoir du plaisir, celui qui est pur, qui ne procure aucune souffrance. Et ça, c'est votre addiction positive. C'est de ça dont vous parlez. C'est vraiment de ça qu'on a pu bénéficier aujourd'hui tout au long de cette interview. Alors, on vous dit oui, docteur, professeur, Laurent, bien sûr qu'on veut apprendre, nous aussi, à pouvoir gérer comme ça ces équilibres instables. On a entendu qu'ils étaient jamais acquis. Voilà, ils sont pas gravés dans le marbre. Et puis, d'un côté comme de l'autre, de la force. L'histoire, c'est toujours d'avoir du positif et pas de souffrance, parce que ça, on a bien compris que vous aimiez pas ça du tout et que finalement, ça n'avait aucun plaisir de souffrir. C'est ça. Ouais. Exactement. Je me suis dit aussi que, à travers le gore que vous aimez, nous avez-vous dit dans la littérature, ce serait comme un exutoire. Un amphithéâtre de nos gladiateurs internes, vos combattants à vous aussi, mais dans un cadre contenant, un peu comme votre livre, avec la musique aussi, et puis l'art finalement, donc on retrouve votre côté poétique. Donc finalement, ça permet d'orchestrer tout ça en sécurité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc ces fameuses angoisses qu'on peut mettre parfois au pluriel, malheureusement. Et alors on sort en paix, victorieux, comme un gladiateur, au saut du lit chaque matin. Oui, changez rien, Laurent, bien sûr, vous avez raison. Vous êtes passionné, passionnant, vous êtes vivant, vibrant, rêveur, ayant positivement et cruellement les pieds sur terre. Et puis vous êtes sensible et puissant, alors... merci Laurent de faire partie de l'humanité avec vous. Et je terminerai juste sur cette chanson d'Enrico que vous avez aimée, que nous adorons. Donnez, mais surtout donnez-moi, parce qu'il y a la réciprocité. Ouais, c'est vrai. Merci pour ces mots. Merci mille fois, Sandy Boulanger, Sandy. notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio G. Il y a une expo photo de votre travail, Sandy. Je crois que c'est du 1er au 29 février à la pharmacie Eiffel au 13 au 17 rue du Commerce dans le 15e arrondissement de Paris. C'est gratuit. Oui. Et on peut venir pour voir votre beau travail qui s'intitule Le lien au cœur du soin. Oui, c'est vrai, merci. On viendra regarder ça, Sandy, merci. bien évidemment. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, docteur Laurent Carilla. Ça aurait été un grand plaisir, mais là, faut travailler pour demain. Vous êtes venu nous voir pour votre livre Docteur Addict ou pas. Vos conseils pour continuer à se faire plaisir sans tomber dans les addictions aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Cyrielle, merci à toute l'équipe. Avec grand plaisir. Cool. Merci beaucoup. Merci à l'artiste Anaïd B d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Samy Bouagila. À demain, belle journée à tous sur Radio J. Je suis comme ça.